Marhaba, bonjour, bienvenue sur Philophiliade, la chaîne philosophique du lycée international Alexandre Dumas. Z comme zoo humain. Des êtres humains exhibés dans des zoos. C'est le spectacle de masse que les sociétés de la fin du XIXe siècle offraient à leur population. Une époque où on tenait pour acquise l'existence de races humaines. Dans l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss dit « On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. » Cependant, comment l'homme s'est-il retrouvé poussé à exhiber son semblable comme un animal de cirque ? Paris, 1889, la capitale des Lumières célèbre 100 ans de liberté, d'égalité, de fraternité. Outre la Tour Eiffel, l'attraction principale offerte aux 28 millions de visiteurs de l'exposition universelle est le village nègre et ses 400 Africains exhibés sur l'esplanade des Invalides au milieu des pavillons coloniaux. Depuis une dizaine d'années, ces villages indigènes sont présents dans la plupart des grandes expositions et ils le seront encore régulièrement durant une bonne partie du XXe siècle. Hambourg, Londres, Bruxelles, Chicago, Genève, Barcelone, Osaka, toutes les grandes villes qui accèdent à la modernité exposent dans des zoos humains ceux qu'ils considèrent comme des sauvages. Sénégalais, Nubiens, Dahoméens, Égyptiens, Lapons, Amérindiens, Coréens et autres peuples dits exotiques sont ainsi présentés dans un environnement évoquant leur contrée, souvent dans des costumes de pacotille et aux côtés de bêtes sauvages. À Bruxelles, en 1897, on peut lire sur un panneau « Ne pas donner à manger aux Congolais, ils sont nourris ». Plus d'1 milliard de visiteurs ne seraient pressés pour pouvoir voir ce type d'exposition entre 1870 et 1940. On se pose la question bien sûr de la naissance de ces zoos. Pourquoi ces zoos ? De fait, ces lieux où des individus exotiques mêlés à des bêtes sauvages étaient montrés en spectacle derrière des grilles ou des enclos à un public avide de distraction constituent la preuve la plus évidente du décalage existant entre discours et pratique au temps de l'édification des empires coloniaux. Les zoos humains sont un moyen de démontrer la supériorité de la civilisation occidentale. Les différentes populations exotiques tentent ainsi à tout être montré sous ce jour peu flatteur. Entre eux et nous, une barrière infranchissable est désormais dressée. Plus complexe encore se pose la question de l'influence de ces zoos humains sur la fabrique du racisme populaire et de ses préjugés. Ce seraient donc les exhibitions, divertissements de masse, qui auraient contribué à diffuser un racisme populaire avec l'appui de la photographie, média qui explose à cette époque et propose de nombreuses cartes postales. En ce qui concerne le racisme scientifique, eh bien il peut être considéré comme la source du racisme populaire. Le rôle de la science sera complexe. Au début du phénomène, les anthropologues accourent dans les expositions, notamment au jardin d'acclimatation dans un seul but, faire des mesures. Disposer de spécimens à domicile est alors considéré comme propice à prouver la différence fondamentale entre les hommes à cette époque-là, les races. Le projet de classification du vivant, notamment à travers la craniométrie, s'inscrit dans le contexte de la révolution scientifique à l'heure où le savoir devient un pouvoir, une domination. En témoigne la tristement célèbre Vénus Hottentote, une femme originaire du Cap, exposée comme phénomène de foire en Angleterre puis en France dans les années 1800. Une charnière dans l'histoire des exhibitions humaines selon Gilles Botch. Son histoire, souvent prise pour exemple, est révélatrice de la manière dont les Européens considéraient à l'époque ceux qu'ils désignaient comme appartenant à des races inférieures. En 1810, un chirurgien militaire de la marine britannique, Alexander Dunlop, visite les Césars et découvre la morphologie hors du commun de Sargi, hypertrophie des hanches et des fesses et organes génitaux protubérants, appelés tablier des Hottentotes. Débarquée en Angleterre puis en France, Sardi devient un phénomène de foire. Elle est exposée dans une cage sur une estrade surélevée de quelques mètres, d'où elle sort pour faire admirer son anatomie. Entre humiliation et regard des autres, entre toucher et prostitution, elle tombe rapidement dans l'alcoolisme. En 1815, le professeur de zoologie et administrateur du Muséum national d'histoire naturelle de France, Étienne Saint-Hilaire, demande à pouvoir examiner les caractères distinctifs de cette race curieuse. Après le public des foires,
C'est devant les yeux de scientifiques et de peintres qu'elle est exposée nue, transformée en objet d'étude. On compare son visage à un commencement de museau encore plus considérable que celui des orang-outans. Et la prodigieuse taille de ses fesses avec celle des femelles des singes Mémon et Mandrill à l'occasion de leur menstruation. Vivant dans des conditions sordides dans un taudis, Saartjie Baartman meurt dans la nuit du 29 décembre 1815. Le cas de Saartjie Baartman n'est qu'une des preuves de l'idéologie raciale. Comme le dit si bien Victor Hugo, Paris est bon enfant. Il accepte royalement tout, pourvu qu'il rit, il amnistie. La laideur l'égaye, la difformité le dérépile, le vice le distrait. L'humain a une tendance à vouloir rejeter le différent, à refuser le nouveau. Il a une tendance à la barbarie selon Todorov. C'est refuser le caractère purement humain de l'autre, le renier, le répudier, sous le prétexte de la différence. Séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, servirait à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège qu'un humanisme corrompu, aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion. La barbarie selon laquelle l'étranger serait brutal et violent apparaît en premier lieu chez celui qui la cautionne, chez celui qui l'exécute, le colonisateur sur le colonisé, et non pas l'inverse.